Bonjour à tous et bienvenue sur ce Digitalk B2B. On va parler aujourd'hui ensemble data, digital, téléphone et se poser la question quel est le bon trio, quelle est la bonne organisation pour votre prospection en B2B, notamment en prévision de cette sortie de crise. Nous sommes donc le mercredi 26 mai. Donc, je me présente, je suis Laurent Olivier, le directeur associé d'Aressi, l'agence B2B du groupe Epoca, et j'ai la chance d'être accompagné par Fabrice. Bonjour à tous, donc Fabrice Bourdi, je suis le président de la société de télémarketing et de télévente B2B Europhone. Voilà, et donc un mot pour se présenter, une petite page de pub rapide. Donc Aressi, c'est l'agence B2B du groupe Epoca. Voici quelques chiffres pour se présenter. Le B2B étant une des activités fortes au sein du groupe portée par l'agence Aressi, avec cette idée que le B2B, c'est pas que business to business, c'est brand to business, c'est travailler sa marque pour faire une bonne activation derrière. Et c'est pour ça qu'on travaille bien avec Fabrice dans cette idée de travailler des actions marketing qui vont servir l'activation phoning des équipes de Fabrice derrière. Voici des exemples de clients avec lesquels on travaille, que ce soit des PME ou des startups en accélération ou des très grands comptes sur des sujets plutôt spécifiques. Un mot, Fabrice, pour présenter Europhone ? Oui, voilà une agence qui est créée depuis 88 par votre serviteur et qui est dans le B2B, comme tu le disais, Laurent, depuis ce temps-là. Nous avons donc cette spécialité d'être en proactif de manière commerciale et nous avons un certain nombre de spécificités que je vous laisse découvrir, notamment d'avoir des collaborateurs au téléphone qui sont des vrais pros en CDI et qui ont l'expérience de l'approche notamment des ETI et des grands comptes, mais pas que, mais aussi des PME et PMI. Voilà. Voilà, et donc ensemble, on travaille beaucoup avec Fabrice sur différents dossiers pour travailler à la démarche de prospection B2B. Nous, on a besoin, lorsqu'on fait du marketing, d'aller jusqu'au bout à l'activation, le contact, le relationnel. Et Fabrice a aussi besoin en amont d'actions marketing pour travailler ensemble. On va voir comment on collabore et on va vous montrer comment ce trio gagnant peut s'orchestrer de manière différente. L'un d'abord, l'autre après, l'autre avant. Voilà, donc on va vous montrer comment ensemble, data, digital et téléphone sont le trio gagnant pour votre prospection B2B en sortie de crise. Voici un peu les différents éléments de notre agenda. On va aller assez vite, on va être assez rythmé. N'hésitez pas néanmoins à nous poser des questions. Vous avez un onglet de chat qui est dédié. On prendra le temps à la fin, bien sûr, de vous répondre autant que nécessaire. On va commencer par cette première partie de la bataille de l'attention, parce que globalement aujourd'hui, vous le voyez bien, et notamment lorsqu'on est en phase très télétravail, on est extrêmement sollicité par l'ensemble des messages que l'on peut avoir à gauche, à droite, par tous les canaux. Et donc aujourd'hui, nous, notre job en tant qu'agence, c'est d'essayer de capter l'intérêt, de faire en sorte que les cibles s'intéressent à votre sujet et soient interpellées et qu'elles s'arrêtent pour lire vos messages. Donc on a différents leviers pour capter l'intérêt, comme apporter de l'information. Vous savez qu'en B2B, le contenu est important et donc on essaie d'apporter, on travaille avec nos clients pour apporter une information utile, de valeur, différenciante et donc on va produire beaucoup de contenu. On peut aussi travailler sur des insights forts, des éléments créatifs, de contenu où on va être très pertinent sur le message et sur la valeur ajoutée qu'on va pouvoir promettre à la cible qui va utiliser votre produit ou votre service et avec qui vous allez pouvoir vraiment rendre un service très fort. Autre manière de capter l'intérêt, ça peut être des éléments de charte graphique, d'approche simplement visuelle, où on va sortir un peu des codes très traditionnels du B2B pour être plus étonnant en apportant une dimension créative plus émotionnelle notamment. Et puis enfin, et on terminera par là pour cette partie-là, c'est la partie un peu data, c'est-à-dire de faire en sorte que on est vraiment pertinent par rapport au ciblage pour capter l'intérêt en apportant vraiment une réponse très personnalisée à un besoin spécifique. Après, pour faire tout ça, lorsque vous êtes face à votre marché, souvent, il y a un enjeu de par quoi on commence. Et souvent, ou parfois, la réponse, elle n'est pas très claire sur quelles sont les priorités. Et avec Fabrice, on va vous proposer de commencer d'une manière un peu méthodique en choisissant ses combats. Ne pas partir tête baissée dans toutes les directions, mais en essayant de structurer. Et on va vous proposer deux approches.
une approche que vous connaissez qui est l'inbound marketing, qui est ce funnel, qui est que l'on va ratisser très large par des mécaniques notamment digitales, puis on va développer un certain intérêt, et donc on va engager les cibles qui vont remplir des formulaires, on va les nurturer par différentes mécaniques, et puis après on va faire intervenir le phoning, qui va être donc en réactif de ces mécaniques digitales pour pouvoir essayer de transformer quelqu'un qui a lu quelque chose en un prospect. L'inconvénient de cette technique-là, c'est qu'il y a beaucoup de déperditions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous attirent par vos contenus, mais combien potentiellement sont vraiment intéressants pour devenir demain des clients. Et donc là, le phoning, le travail de Fabrice est souvent avec beaucoup de déperditions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hors cible, qui sont de simples lecteurs et qui ne sont pas pertinents d'un point de vue business. C'est pour ça qu'on va aussi lancer des mécaniques inversées, où on va, avec vos équipes commerciales, ce qu'on appelle l'account-based marketing, définir une liste de cibles de sociétés qui sont à targeter en priorité. C'est pour ça qu'on dit on va choisir ses combats. On va se dire que on peut garder la technique qui est à gauche, mais on va aussi développer une technique spécifique où on va, avec les commerciaux, recenser les entreprises ciblées. Et sans attendre, on va, avec Fabrice, lancer une mécanique de phoning en proactif, même s'il n'y a pas eu d'interaction en digital. Alors, on va lancer les deux en parallèle, hein, c'est-à-dire que vous voyez, il y a le phoning en préactif, et puis on va engager des campagnes personnalisées et tenter de construire cette relation. Mais on va le faire en parallèle, en digital et en phonique. Et c'est en ça où notre approche est un peu différente avec Fabrice, et nous, on propose, notamment lorsqu'on a défini les cibles prioritaires, de remonter le phoning, non pas en fin de chaîne, mais en début de chaîne. Et on va vous expliquer encore plus en détail avec Fabrice comment on travaille. Donc, ce qui fait qu'à la fin, quand on travaille sur ces deux jambes, ces deux pyramides, hein, la pyramide en entonnoir et la pyramide inversée, ben, on a 3 catégories de cibles qu'on va adresser, qui sont d'abord ces top targets sur liste, hein, qu'on va adresser avec le phoning coordonné avec les sales, très en amont. Et là, alors peut-être que nous, on va peut-être pas intervenir, peut-être que ça va rester vraiment le précaré de vos commerciaux. Et puis, c'est le deuxième niveau où on va vraiment, nous, être en phoning proactif. Donc, c'est les équipes de Fabrice. Et même si on n'a pas d'interaction digitale, néanmoins, on va chercher à les appeler. Et puis, le segment d'après, qui est donc en général le plus large, mais qui est le plus diffus, qui est le plus, je dirais, imprécis en termes de cible, on va là, effectivement, mener des actions digitales larges et Fabrice va intervenir en post-stimuli digital. Alors ça fonctionne que si on est clair sur la data au départ, parce que Fabrice et ses équipes chez Europhone ne peuvent appeler que s'ils ont vraiment des numéros de téléphone précis associés à une personne et pas des informations un peu vagues et pas très structurées en termes de données. C'est pour ça qu'on troisième partie de notre présentation, c'est la data, parce que c'est un élément clé pour bien démarrer. Donc, Fabrice, on peut peut-être expliquer pourquoi et comment on fait pour avoir de la bonne data au départ pour lancer des actions pertinentes. Alors, merci. Mais en effet, la data, c'est vraiment la clé numéro 1, très en amont des démarches. C'est où la trouver, comment la constituer, comment l'exploiter. Et là, il y a peut-être quelques petites surprises qu'on va bien sûr avoir. D'abord, la donnée est souvent issue, comment dirais-je, la bonne donnée, pardon, est souvent issue de l'analyse de votre propre portefeuille de clientèle. Vous avez une typologie de clients avec des forces et des faiblesses, mais en tout cas, dans votre fichier, dans votre CRM client, vous avez une typologie d'entreprise que l'on peut répliquer pour la prospection avec ce qu'on appelle la méthode du lookalike, c'est-à-dire que vos prospects ressemblent terriblement à vos clients. Et donc, cette méthode de lookalike va nous aider à cibler, calibrer finalement votre portefeuille prospect. Ce portefeuille, une fois que cette démarche est faite, ce portefeuille prospect, il faut aller le chercher. Et ni Arici Epoca, ni Europhone n'avons de data chez nous, mais on connaît très très bien les différentes sources du marché. Il y en a de très nombreuses. On peut se permettre d'en citer quelques-uns, Laurent, hein, notamment. Oui, au contraire, bien sûr. Nos partenaires habituels, notamment sur l'approche ETI grand compte, que sont des entreprises telles que Nomination, par exemple, qui sont
sur le TI et le grand compte, vraiment l'incontournable des prestataires data. Sur le segment PME, on aime bien travailler avec des gens comme Manageo, par exemple, qui sont des entreprises, qui ciblent des entreprises plutôt PME. Et puis, il y a aussi énormément de partenaires data qui sont spécialisés et verticalisés dans certains champs d'activité. Par exemple, il y a des bases de données spécialisées dans l'IT, il y a des bases de données spécialisées dans les collectivités, il y a des bases de données spécialisées dans l'immatriculation des véhicules, je pense au fichier 3A par exemple. Donc, quand vous avez une problématique d'enjeu de données, il faut penser à des entreprises telles que les nôtres pour vous aider à rechercher le partenaire data, ou les partenaires data d'ailleurs souvent, qui vont constituer votre cible idéale. Et puis, on n'y pense jamais ou rarement. On peut aussi constituer un fichier de prospect en faisant du phoning, figurez-vous. C'est-à-dire que le téléphone n'est plus un outil de prospection en tant que tel, mais un outil d'enrichissement de base de données. Et on a de très bons ratios, c'est-à-dire que quand vous avez un fichier brut de 1000, on est capable d'enrichir de la donnée que sur mesure, pratiquement 700 ou 800 entreprises après appel téléphonique. Alors, il s'agit de collecter de l'information existante, notamment au niveau des standards et des secrétariats, sans avoir à aller jusqu'à un décideur. Donc, du coup, on est productif, on obtient beaucoup d'informations très riches et on peut qualifier comme cela des cibles sur des données qui n'existent pas chez nos partenaires. Et donc, effectivement, souvent, lorsqu'on a des fichiers incomplets ou même quand on veut mener des actions très spécifiques en ABM, passer par une étape préalable de phoning permet de sécuriser les cibles que l'on avait adressées en étant certain que c'est bien les bonnes personnes et on a fait une forme de préqualification où on va pouvoir enclencher après une démarche digitale parce que de toute manière, les cibles, elles restent trop froides pour vous parler au téléphone. On va mener des actions, Fabrice va mener des actions un petit peu, je dirais, connexes, où on va essayer de se renseigner et avoir cette information pour constituer le fichier, mais il ne faut pas se dire que c'est fait pour passer l'étape du digital, parce qu'on ne peut pas lancer Fabrice et ses équipes directement aller vendre le produit ou le service. Il faut repasser par le digital, mais cette étape de phonique va avoir permis de constituer un fichier sécurisé, je dirais, vraiment de bons contacts pertinents par rapport à votre produit ou votre service. Donc ça, c'est un peu excuse-moi Laurent, mais de contacts et aussi d'éléments factuels. Un parc de quelque chose, par exemple. C'est tout à fait ce que l'on peut collecter par téléphone. Et donc, pourquoi? Parce qu'il faut donner du temps au temps. Et c'est notre quatrième partie, c'est que globalement, il faut savoir gérer le cycle de décision, l'accompagner et fournir du contenu. Donc, voilà un petit peu d'autres exemples qu'on va vous montrer. Ça peut être des mécaniques un peu de retargeting. Hein, et là, on peut sortir des éléments purement B2B, aller sur des plateformes comme Instagram, redonner un peu cette envie à la marque, prendre le temps de la faire découvrir, d'expliquer ses produits. Ça peut être aussi des mécaniques plus traditionnelles de nurturing, emailing, avec l'automation, avec des cycles en plusieurs étapes. Ici, vous voyez un exemple pour Mercedes, avec des raisons de choisir un véhicule pour sa flotte d'entreprise. Et donc, c'est là où on va, grâce au digital, activer cette mécanique de scoring des comptes et des contacts qu'on va pouvoir après réactiver derrière avec le marketing téléphonique, le phoning, qui va pouvoir appeler les personnes selon le degré de chaleur qu'elles sont et avec le bon discours associé. C'est pour ça que globalement, nous, ce que l'on croit avec Fabrice, c'est qu'il faut savoir gérer à la fois le volume, mais aussi la pertinence de petites niches de contacts qui sont cohérentes parce qu'on va être vraiment pertinent dans la prise de parole et la personne au téléphone va vraiment avoir les bons arguments, la bonne porte d'entrée pour rentrer en relation, en conversation avec ces personnes. C'est pour ça que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être intéressant avant d'être intéressé. C'est-à-dire, on ne cherche pas à parler à quelqu'un au téléphone pour lui vendre quelque chose. On ne cherche pas à lui envoyer un emailing pour lui vendre quelque chose. On va lui apporter de la valeur, de le renseigner, lui permettre de se positionner par rapport à ses concurrents, lui faire découvrir une nouvelle offre. Et ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple de news qu'on va produire qui s'appelle Business Expert. Et vous voyez différents exemples de partenaires avec lesquels on fait ça, qui sont en fait vraiment de l'information. Et en fait, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à créer ce début de conversation qui reste digital, mais les gens vont cliquer et par leurs différentes interactions, on va être capable derrière de
préparer le step 2, qui soit à nouveau digital par du retargeting ou par un scoring que l'on va fournir au marketing téléphonique pour pouvoir rappeler les gens qui ont eu le plus d'interactions et qui donc sont peut-être le plus en recherche d'informations. Et donc, ils vont accueillir l'appel téléphonique très positivement parce qu'ils sont contents finalement, face à cette question qui se pose et aux différents clics qu'ils ont eu sur les différentes news, ils sont contents qu'on les appelle pour leur apporter un peu plus d'informations. C'est pour ça que nous, on n'oppose absolument pas téléphone digital, on les fait coexister en étant vraiment multicanal par différentes approches et en faisant vraiment collaborer l'ensemble des canaux. Donc, vous avez vu, le digital, c'est l'emailing, mais ça peut être aussi bien sûr LinkedIn et tous ces canaux. Le phoning, c'est le chat aujourd'hui et demain, tout ça, on peut aller encore plus loin avec, vous l'avez vu, des réseaux sociaux plus B2C, mais grâce aux mécaniques de retargeting, on va aller sur Facebook, sur Instagram, les SMS, le WhatsApp demain. Voilà, on pense que c'est une vraie relation multicanal, relationnelle qu'il faut construire, qui est indépendante des canaux, qui est plus d'être capable d'apporter la bonne information au bon moment à la personne sans créer de frontières entre les différents leviers que l'on va activer. Alors, on peut peut-être expliquer un peu cette mécanique, Fabrice. Oui, tout à fait. Donc, toutes ces actions de marketing, merci alors de me redonner la parole, toutes ces actions de marketing digital, après avoir constitué votre écosystème et après avoir engagé vos prospects, ça nous donne une masse d'opportunités d'affaires, de leads, comme on les appelle, qui vont être de qualité très différente en fonction de la typologie de l'interlocuteur qui aura réagi. Et donc, je voulais vous donner quelques chiffres statistiques qui vous montrent concrètement tout le travail qu'il y a à faire derrière un lead de marketing digital. Et c'est le tableau que vous avez en bas. C'est-à-dire que pour avoir 10 à 15% d'opportunités d'affaires à court terme, vous avez tout le reste à traiter. C'est-à-dire des gens à éliminer, qui sont peut-être vos concurrents qui font de la veille concurrentielle, par exemple. Des gens qu'on n'arrive pas à joindre, c'est-à-dire qu'ils se sont comportés par rapport à un de vos stimuli, mais on n'arrive plus à les joindre, ils ont disparu de la circulation, ça c'est 10 à 15%. Et puis la grande masse, 40 à 50%, ce sont des gens qui ne sont pas mûrs ou pas décisionnaires, que l'on va lead nurturer ou continuer de lead nurturer à la fois par le téléphone, avec des rappels à une bonne date, et aussi en marketing digital, en continuant de communiquer avec eux, avec du contenu intéressant. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer, c'est tout ce travail derrière un lead, et ça, c'est vraiment contraire aux idées reçues, c'est de se dire, on a un lead, donc on le donne au commercial, donc ils font des ventes. Non, il s'agit de faire ce tri et de sortir les 10 à 15% très appétants à court terme. Voilà ce que je voulais montrer par cet aspect-là. Et puis, on va essayer aussi de balayer des idées reçues comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que la prospection dite dans le dur sur de la bonne donnée, ça marche encore, figurez-vous, ça marche encore. Et oui, on continue de prospecter dans le dur, que j'ai appelé le dur, pas si dur. Pourquoi il n'est pas si dur, le dur? C'est parce qu'on a de la bonne donnée. Et si on a de la bonne donnée et de la bonne information, eh bien, l'approche téléphonique devient pertinente. Et donc, on retrouve des ratios tout à fait intéressants, et en particulier pour l'approche des comptes listés, et notamment quand on a, je ne sais pas moi, Sanofi en ligne de mire, par exemple, on a beau le stimuler de toutes les manières, de manière digitale, si ça ne réagit pas, ça ne réagit pas. Et là, il faut prendre son bâton de pèlerin, si j'ose dire, et aller en prospection dans le dur, avec la bonne donnée pour le prospecter, et ça fonctionne. Et vous avez les ratios que vous lisez en haut à droite, qui sont qu'on arrive tout de même en prospection dans le dur à avoir 10% de taux de prise de rendez-vous, toujours 40 à 60% de lead nurturing, c'est-à-dire des prospects intéressants, mais pas immédiatement qu'on va lead nurturer à moyen terme. On a toujours ce taux en téléphone, malheureusement, de 20 à 30% d'injoignables qu'on n'arrive pas à diminuer. Et puis, on a toujours aussi ces 5 à 10% de revues. Voilà. Donc, vous l'avez vu sur la gauche, il nous faut un bon CRM, toutes de bonnes bases de données, et les appels téléphoniques dans le dur deviennent tout à fait pertinent, mais pas par n'importe qui. C'est peut-être la ciel qui est la suivante. Voilà, exactement. Et donc, ce qu'on veut dire avec Fabrice, c'est que finalement, notre métier reste sur les mêmes fondamentaux au départ.
et que plus on va être clair sur les cibles qu'on adresse, les messages, les mécaniques d'interaction, plus on sera performant et plus on sera dans la transformation d'une audience en business derrière pour vous. Donc, on peut ici expliquer, Fabrice, un peu ces différentes étapes? Oui, ben, on revient sur ce qu'on a dit. On a donc là, on est plus focus sur le nurturing, c'est-à-dire une fois qu'on a accroché le prospect une première fois, on va le lead nurturer, c'est-à-dire l'entretenir quelque part hein, dans la relation, une fois qu'on l'a repéré comme étant intéressant, parce qu'on le repère à l'instant T, mais il faut le faire mûrir dans le temps. Hein. Ce n'est pas parce qu'il a téléchargé une fois un livre blanc qu'il est tombé en amour pour vos produits. Donc, on va le lead nurturing, donc on va lui envoyer des informations régulières. On va définir en phoning un planning de rappel en fonction de la maturité. On ne va pas le harceler téléphoniquement, on va le programmer à bonne date et on va doucement l'amener à se réchauffer. Chaud, eh bien, ça donne un rendez-vous que les commerciaux peuvent exploiter. Voilà, alors quelques petites techniques, on va dire, téléphoniques, hein, voilà, classiques, c'est lorsqu'on a un décideur en ligne, il faut savoir bien se comporter. D'abord, les premières secondes de l'entretien sont absolument essentielles. Rien n'est aussi horrible que quelqu'un dont on ne connaît pas le sens de l'appel. Donc, il faut se présenter, il faut décrire clairement l'objet de l'appel, contextualiser l'appel puisqu'on parle de lead nurturing, et puis valider que le contact que vous appelez à l'instant T est en capacité de recevoir votre appel. Il ne faut pas qu'il soit en réunion, il ne faut pas qu'il soit en visioconférence, il faut qu'il soit disponible pour échanger au moins 5 à 10 minutes. Une fois qu'on déroule, bien sûr, l'appel, on va questionner naturellement. On ne va pas lire un prompteur. Hein. Le téléphone en B2B, ce n'est pas de la lecture de prompteur, ce n'est pas les appels qu'on reçoit le samedi matin et qui vous déroulent ces appels agaçants que l'on a le samedi. Donc, en B2B, on est à des milliers d'années-lumière de cette activité de phoning idiote. On est dans du phoning intelligent mené par des SDR, on verra ça tout à l'heure, qui savent questionner, qui savent écouter, qui savent lire entre les lignes et qui traitent bien évidemment les objections et qui justifient la pertinence du rendez-vous. Et puis surtout, les phoneurs, ils ont un petit défaut parfois, ils bavardent au téléphone, ils ne savent pas conclure. À un moment donné, il faut conclure l'entretien pour prendre un rendez-vous physique, cette fois-ci, en présentiel, avec les forces de vente terrain qui, elles, vont conclure de par leur expertise. Et donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place une team de shop. Et donc, voilà. Il faut organiser la bonne équipe. Hein, et donc, on parle de SDR. La dernière présentation. Et donc, voilà, le nouveau métier de SDR. On a parlé de phoning, de marketing téléphonique, mais en fait, voilà, le nouveau nom, la nouvelle appellation, la nouvelle posture, c'était SDR. Peut-être qu'on peut le SDR ou BDR, selon le SDR, c'est Sales Development Representative, mais le BDR, on l'appelle aussi BDR pour Business Development Representative. En d'autres termes, c'est une ressource de grande qualité qui est capable de faire l'avant-vente, donc le travail de préparation à la prise de rendez-vous terrain faite par les commerciaux. Ce terme-là existe bien sûr chez les anglo-saxons. Moi, je l'ai connu plus particulièrement chez Salesforce, où il y a toute une équipe de SDR basée en Irlande, qui sont vraiment des gens formidables. Moi, je les ai eus en ligne, mais ils sont vraiment de très grande qualité, un peu comme ceux d'Europhone d'ailleurs. Allez, on fait un petit peu de pub au passage, ça ne fait pas de mal. Et ils ont ce savoir-être et ce savoir-faire qui font que l'approche est totalement soft, totalement délicate, et encore une fois, à des milliers d'années-lumière de ce qu'on entend par le phoning traditionnel en B2B. Voilà. Oui, voilà. Alors, les stratégies d'appel. C'est un petit peu récurrent de ce qu'on a dit par le passé, Laurent, c'est que, bien évidemment, il faut arrêter les appels sortants sans données récentes, sinon on se retrouve on se heurte à des obstacles des standards, des secrétariats. Aujourd'hui, les standards, les secrétariats des entreprises sont absolument formés pour stopper la démarche si on n'a pas ce sentiment de connaissance du prospect. Donc, plus on a de lignes directes, de portable, de téléphone portable ou d'adresse LinkedIn, et plus on a de chances de toucher les décideurs.
Voilà, donc on a vraiment une approche intelligente, une directivité douce et pédagogique, j'aime bien l'appeler douce et pédagogique. Il faut pas harceler, donc 5 tentatives d'appel grand maximum. Voilà, avec ça, on a les clés, là, les 5 clés du phoning réussi pour accéder aux décideurs. Et donc, si on veut prolonger la campagne dans le temps, il faut être aussi capable de la mesurer et de prouver les résultats. Et donc, voilà ici comment nous, on vous propose de travailler, notamment dans la partie ABM, donc la partie de droite de la pyramide qu'on vous a présentée au devis. Hein. Voilà ce qu'on appelle la pyramide ABM, donc qui est une manière de simplement montrer, prouver que vous contribuez à l'activation des cibles. Donc, 184, admettons, c'est le segment que vous avez dans l'ensemble de votre fichier cible. Après, on va compter, par exemple, les visiteurs de votre site hein, qui ont ouvert un email. Ça va être, et donc là, on compte les entreprises. Et puis après, on va passer aux entreprises que l'on a activées en remplissant un formulaire. Et après, on passe au contact. Et donc, c'est là où on va passer à la fois en digital et en marketing téléphonique, parce qu'on va pouvoir avoir plusieurs personnes au contact dans une même entreprise. Et c'est là où le marketing téléphonique va nous travailler les rebonds et faire en sorte d'encercler la personne qui décide, de différents insights positifs autour d'elle grâce aux différentes actions à la fois digitales et de marketing téléphonique qu'on a menées. Et puis tout en bas, donc là aussi, ce sont les contacts avec les différents degrés d'engagement. Et on peut mettre par exemple en 3 qu'on a à parler avec l'un de nos SDR, qui soit interne ou externe, comme un élément d'engagement supplémentaire. En fait, ce qu'on aime bien dans cette pyramide, c'est qu'elle est assez simple à mettre en place. Elle ne nécessite pas des semaines et des mois d'interaction digitale et de coordination avec les équipes. C'est factuel, vous avez vos tableaux Excel, vous les reportez et c'est à la fois visuel et ça sépare bien la notion d'entreprise en haut et de contact en bas. On peut peut-être donner aussi quelques indicateurs spécifiques au téléphone, Fabrice? Oui, tout à fait. Alors, le téléphone, c'est quand même avant tout une affaire de productivité. Ce matin, je recevais une candidate qui tout fièrement me disait, vous savez, dans ma cellule interne, je passe 35 appels par jour. Et je lui dis, écoutez, vous pouvez être très talentueuse avec 35 appels par jour quand on est SDR, on ne peut pas y arriver. Donc, la productivité, c'est quand même beaucoup de ratios d'appels. Chez nous, on considère une journée d'appels. Si tu veux bien passer le slide suivant, je crois, voilà, merci beaucoup. Donc, le nombre d'appels, c'est un élément clé de productivité. Quand on est dans une approche ETI grand compte, on peut dire qu'on est sur une 60 à 80 coups de fil. Sur la PME du professionnel, on est plutôt sur 120, 140 coups de fil passés. On a un nombre d'appels argumentés. Alors, la notion d'appel argumenté, c'est lorsqu'on a eu le décideur en ligne. Hein. Donc, la notion d'appel, les chiffres que je vous ai donnés, c'est la composition du numéro, hein, jusqu'à ce que le téléphone décroche. Là, le contact argumenté, en matière de B2B, on est sur 4, 5, 6 contacts argumentés sur du comité de direction de CAC 40 et SBF 120, hein, à peu près en termes de stats. Et puis, plus la cible descend, entre guillemets, ETI, on a une dizaine de contacts argumentés. En PME, PMI, on a une vingtaine de contacts argumentés par jour. Donc, on voit bien les différences d'accessibilité ou de joignabilité des décideurs en fonction de la pyramide des entreprises. Quant au nombre de rendez-vous pris, eh bien, ils sont très dépendants du digital. C'est-à-dire que quel est le stade de maturité du prospect. Donc, on a des missions, on a des taux de conversion en rendez-vous qui sont de l'ordre de 30 à 35%. Et puis, on descend à du 5%, on l'a vu tout à l'heure, en termes de taux de prise de rendez-vous, selon les critères d'éligibilité du rendez-vous. Moi, j'ai des clients qui me disent, moi, je ne veux prendre de rendez-vous que si le prospect est en stade de projet à moins de 6 mois avec un budget alloué, par exemple. À ce moment-là, si on recherche cela, on a moins de 5% de prise de rendez-vous. Lorsqu'on a des rendez-vous de présentation, là, on a des ratios plus élevés. Alors, ce qu'on peut dire, Fabrice, effectivement, c'est que globalement, on est plus aujourd'hui dans une logique de qualité que de quantité. Hein. Bien évidemment.
Et donc, on travaille ensemble dans cette idée-là. Hein, c'est notre brand to business, hein, c'est de travailler la marque pour aller jusqu'au business. Nous, on préfère livrer moins de contacts, moins de formulaires, moins de fiches, mais d'être certain que derrière, il y a un taux de transformation plus efficace. Et on pense qu'aujourd'hui, le bon marketing, c'est comme ça qu'il faut le faire. Alors, pour fonctionner, il faut aussi bien s'organiser avec les bonnes personnes et les bons outils. Peut-être que Fabrice, on peut les détailler? Oui, alors les outils. Alors les outils, bien évidemment, les Salesforce et autres Microsoft Dynamics sont les CRM connus les plus installés en France. Mais pour faire du phoning un petit peu entre guillemets rythmé, il faut quand même des logiciels adaptés à l'agilité que nécessite le téléphone. Donc souvent, on a des petits greffons de logiciels qui vont sur le CRM, mais qui communiquent avec le CRM pour aller plus vite. On a des systèmes de click-to-call, je ne vais pas rentrer dans la technique, qui nous aident aussi dans la productivité. En termes d'outils, on a des systèmes de double écoute et d'enregistrement des appels avec RGPD, avec des précautions RGPD que je n'ai pas le temps de développer, mais qu'il faut garder en tête. Donc, c'est la meilleure façon que l'on a de faire du training de nos équipes, hein, de faire du coaching de nos équipes. On écoute des appels, on les débriefe avec l'autorisation préalable du prospect, mais on les débriefe et ça nous donne une vision très très fine du marché, ça nous aide à comprendre quelles sont les attentes du prospect. Donc on a aussi des éléments de statistique et de reporting, et ces outils sont quand même essentiels et il faut faire des comités de pilotage pour ajuster. Le phoning, ce qui est intéressant dans le phoning, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas rigide. C'est-à-dire qu'on peut une semaine avoir une activité X et puis en fonction des résultats, de réagir immédiatement et la semaine suivante, grâce à ces outils d'analyse, de changer un peu la démarche. C'est très flexible le phoning en fait. Voilà, et c'est là où le comité de pilotage est important et le travail en collaboration dans l'équipe est clé parce qu'effectivement, on ajuste à la fois les messages, les discours, l'argumentation, les process et on est presque en test and learn en permanence pour pouvoir améliorer en permanence. Alors, on arrive à la fin et je vais vous montrer un peu une campagne Quick Win, mais je voulais juste, comme on arrive à la dernière partie, n'hésitez pas, dans la partie de droite, vous avez un onglet de chat, posez-nous les questions que vous voulez et on y répondra après avec plaisir. Donc, voici l'exemple un peu d'une campagne Quick Win où on va, par exemple, créer un segment où on va au préalable avec une nomination, hein, ce qui est un exemple, mais il y en a d'autres comme les a cités tout à l'heure Fabrice, ça dépend d'abord de la cible que vous voulez viser. On va s'assurer qu'on a bien la bonne data qui est pertinente. Et puis après, on va produire un contenu un peu spécifique, par exemple verticalisé, pour être certain qu'on va être intéressant avant d'être intéressé. Et puis, on va lancer une campagne fil rouge en targeting et retargeting sur LinkedIn en 3 temps, parce qu'on va avoir un premier temps qui va être peut-être une mécanique un peu visuelle avec une motion vidéo, puis on va inciter à lire ce fameux content regard croisé, puis on va inciter à télécharger cette mécanique, ce contenu regard croisé. Et puis en parallèle, on va faire des mécaniques IP targeting et retargeting, faire du média globalement, qui nous permettent d'être visibles sur les sites lus par votre cible. Et puis en parallèle, tout en bas, on va lancer des actions plus proactives de push, e-news, Business Expert, on vous les a montrés tout à l'heure, qui vont nous permettre de scorer l'intérêt des contacts par rapport à ce qu'ils lisent et on va à la fois personnaliser un peu ce qu'on leur l'information qu'on leur diffuse et on va personnaliser la compréhension de leur intérêt. Mais en parallèle de cette action digitale, on va faire du phoning en proactif et réactif. Le proactif, ça va être par exemple ces grosses boules noires. Le réactif va être ces plus petites boules noires. Pourquoi? Parce qu'on a en général quand même moins de réactions digitales que de proactivité téléphonique. Et là, c'est là où il faut être pertinent par rapport à l'orchestration digitale. Et donc, par exemple, Fabrice peut appeler tout le monde pour inviter à un événement qui leur semble intéressant. Puis, dans une étape 2, il va pouvoir peut-être appeler, proposer une démo suite à l'invitation qu'ils ont reçue ou un intérêt qu'on a détecté, même s'ils n'ont pas été jusqu'au bout, de remplir un formulaire. Voilà. Et donc, c'est là où il va être important dans ce comité digital, de pilotage, d'être bien coordonné entre digital et marketing téléphonique. Voilà un exemple type de campagne qui mène vraiment du digital, LinkedIn, de l'email et du marketing téléphonique en proactif et réactif. Merci, notre webinaire est terminé, donc on va pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup. Michael a posé une première question. Bonjour, pouvez-vous parler
moins vite, on perd beaucoup de contenu. Pardon, Michael, mais on a essayé effectivement de tenir le rythme de la demi-heure. Désolé. Et peut-être Jean-Michel, pensez-vous qu'il existe un horaire pause déjeuner après 18 h ou un jour de la semaine qui est plus favorable afin de joindre un décisionnaire? Alors, c'est une très bonne question, peut-être Fabrice. Oui. Est-ce qu'on peut révéler quelques secrets par rapport aux bons horaires? Oui, alors, oui, la réponse est oui. Honnêtement, tard le soir, tôt le matin, ça nous évite certains barrages. En effet, je dirais, moi, ce qui est beaucoup plus pertinent que ces tactiques et ces astuces, c'est de rappeler à bonne date. C'est-à-dire, quand je dis rappeler à bonne date, c'est que quand vous avez une assistante d'un grand dirigeant, convenir avec elle d'un véritable rendez-vous téléphonique pour parler au dirigeant. Comme si vous faisiez une prise de rendez-vous avec le dirigeant lui-même. Programmer un rendez-vous téléphonique pour qu'il y ait une théorie de l'engagement, auquel cas vous allez joindre les personnes au moment où l'assistante vous dit de le joindre. L'assistante ou l'assistant, bien évidemment, sans faire pour être politiquement correct, on va dire. Voilà pour, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui, c'était pour ceux qui disent qu'on parle un petit peu vite, ce qui est normal, on a un format d'abord qui le veut, et surtout, vous allez tous recevoir le contenu de ce qu'on a projeté, n'est-ce pas, Laurent? Voilà, et effectivement, donc ça nous permet de répondre en live à Sébastien. Oui, Sébastien, on va vous envoyer le replay de ces webinaires où effectivement, donc vous pourrez, et pareil, Michael, reprofiter plus tranquillement de ce format où on essaye d'être effectivement rythmé pour vous donner un maximum d'informations en un minimum de temps. Voilà, donc vous nous connaissez maintenant. Donc voici nos coordonnées, moi, Laurent, Olivier et Fabrice. On a été vos hôtes aujourd'hui. Ravi d'avoir pu échanger avec vous et on est à votre disposition pour, donc vous avez compris, ce trio gagnant entre la data, le digital et le phonique, et on espère qu'on vous a fait un peu changer d'avis sur la manière de l'orchestrer, l'ordre d'une étape après l'autre. Il faut voir les choses différemment pour réussir à accélérer ou convertir les contacts en cibles intéressés et futurs clients pour vous. Voilà. N'hésitez pas à nous joindre, surtout. Un dernier mot pour conclure, Fabrice? Oui, non, je disais, merci. Non, je disais, si la thématique vous intéresse, cette prospection B2B vous intéresse et ce trio vous intéresse, je pense qu'on a des temps de disponibilité, pas énormément, mais on a quelques temps de disponibilité. Et au pire, si nous n'étions pas disponibles, nous avons des équipes tout à fait pertinentes qui pourraient le faire. Voilà. Eh bien, merci à tous. Merci de votre écoute. On ne va pas vous abandonner comme ça. On va vous proposer de regarder une petite vidéo qui vous présente quelques cas qu'on a réalisés ensemble. Voilà. Merci à tous et à bientôt.